Et qu'il paraît loin ce temps, ce soir, où Jean Ferrat chantait Koubassi du temps de Fidel Castro. Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir. Vous êtes notre consultant international sur Europe 1, bien sûr. Alexandre, on vous a entendu tout à l'heure, on revient sur cet événement historique. Est-ce qu'il est exagéré de dire que ce 17 décembre 2014 marque la fin définitive de la guerre froide ? La guerre froide, peut-être pas, parce que la guerre froide était terminée quand même avec la fin de l'Union soviétique, mais c'est certainement, cette fois-ci à l'échelle du continent américain, la fin d'une longue période d'opposition et de sécession entre le sud latin et le nord anglo-saxon. Pour la première fois, finalement, cette réconciliation ouvre aux États-Unis la bonne volonté d'une grande partie de l'Amérique du Sud qui, même lorsqu'elle ne partageait pas les idées radicales de Fidel Castro, était en sympathie avec sa forme d'irrédence, de façon de ne pas se soumettre, d'aller vers d'autres alliances. Et cela, je crois qu'avec le geste d'Obama, cette page est en train d'être tournée. Alors c'est d'autant plus intéressant que Cuba est de loin le pays de l'Amérique latine le plus proche des États-Unis, au point d'avoir adopté le drapeau texan au départ. 90 miles séparent les deux territoires, rappelé Barack Obama tout à l'heure. Et la communauté latino-américaine, sinon la plus nombreuse, en tout cas la plus influente aux États-Unis. C'est celle qui tient quasiment toute la vie politique de la Floride. Alors Alexandre, on évoque quand même cette normalisation possible depuis une bonne quinzaine d'années. Pourquoi maintenant ? Parce que d'abord, un certain nombre de lobbies à l'intérieur du Parlement américain, du Congrès, et dans la société américaine étaient profondément opposés à cette normalisation. Et donc, au fond, le raisonnement qui a été tenu notamment par Bill Clinton, c'est « why bother ?» Pourquoi se faire du souci alors que finalement, une certaine harmonisation était arrivée. Ce qu'on appelle la section d'intérêt américaine dans l'ambassade de Suisse est en réalité une vraie ambassade avec 150 diplomates. Les résultats, les relations sinon économiques, en tout cas politiques, existent. Et puis pendant longtemps, les Américains ont sous-estimé Castro et s'amusaient à le faire rôtir en disant « tu vas attendre ». Et puis tout d'un coup, la situation s'est aggravée et améliorée. Elle s'est aggravée en ce sens que nous avons au Venezuela et en Colombie des situations qui sont difficiles et où on sait que les Cubains jouent un rôle et peuvent jouer un rôle positif, comme ils ont joué un rôle négatif. Et puis aussi parce que les États-Unis se replient maintenant de plus en plus sur un espace stratégique qui est le leur, qui n'est pas le Proche-Orient, qui n'est pas l'Europe, mais qui est certainement le continent américain et le Pacifique. Bonsoir Elisabeth Burgos. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Europe Nuit. Je rappelle que vous êtes historienne, que vous avez bien connu Fidel Castro, le début du régime, les espoirs suscités par cette révolution cubaine avec votre premier mari, l'écrivain Régis Debray. Je voudrais d'abord vous poser une question un peu personnelle, si vous le permettez. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir en apprenant cette nouvelle ? Mais écoutez, je partage l'avis d'Alexandre Adler. C'est une très bonne nouvelle. Ça va équilibrer les relations non seulement des Cuba avec les États-Unis, mais du reste de l'Amérique latine. Non, mais vous, Elisabeth Burgos, qui avez connu Fidel Castro, qui avez vécu les espoirs de la Révolution, qu'est-ce que vous ressentez ce soir du 17 décembre 2014 ? Écoutez, je voyais venir déjà ces négociations. Les conversations étaient déjà bien entamées depuis plus d'un an. Mais la raison que ça soit précipité, c'est la situation très très difficile du Venezuela, la situation économique du Venezuela. Donc d'un côté, je suis très contente que ça se fasse, parce qu'il vaut mieux vivre en paix qu'un état de guerre, comme la situation qu'a maintenue Fidel Castro pendant plus de 50 ans, parce qu'encore, il y a très peu de temps, il s'insurgeait contre les éditoriaux du New York Times, qui en a écrit 7 éditoriaux des suites demandant le rétablissement des relations avec Cuba. Vous voulez dire que la situation du Venezuela, notamment depuis la disparition en tant que vénézuélienne, parce que je suis vénézuélienne, vous êtes pour moi c'est la franco-vénézuélienne, preuve que la situation vénézuélienne est très grave. C'est-à-dire que Cuba a compris, que Raúl Castro a compris qu'il ne peut plus compter sur l'aide économique du Venezuela. Notamment depuis la mort de Chavez, il y avait une sorte d'obligation pour ces pays, on dit rapidement de l'arc bolivariens, de trouver une ouverture, et c'est ce qui, à votre avis, a précipité l'adhésion de Raúl Castro à ce processus de normalisation ? C'est la chute du prix de pétrole, tout simplement. D'accord. C'est aussi banal que ça. Elisabeth Burgos, est-ce que vous êtes surprise quand même
que ce soit cet homme, Raúl Castro, le frère cadet de Fidel, qui soit l'artisan de ce tournant historique, avec Barack Obama, bien sûr. Et Raúl Castro a toujours été beaucoup plus rationnel que son frère. Son frère est quelqu'un qui a toujours vécu dans le lyrisme et dans une sorte de romantisme révolutionnaire. Et si le régime cubain a tenu jusqu'à maintenant, c'est grâce à Raúl Castro, parce que c'est lui l'homme qui était organisé, qui organisait l'armée, qui faisait fonctionner le parti, et pas son frère. Son frère était le côté charismatique. Et Raoul, c'est quelqu'un de beaucoup plus rationnel et pragmatique que son frère. Une précision, Alexandre Adler, là-dessus sur Je suis entièrement d'accord, évidemment, les avec deux frères. Elisabeth. Raoul a été très opposé, au fond, à son frère dans une grande partie de leur existence. D'abord, Raúl Castro est devenu un communiste convaincu, après avoir été un partisan de Roosevelt et de la gauche cubaine, là où son frère était beaucoup plus à droite. Et puis ensuite, il a toujours été effectivement rationaliste, mais je crois qu'il n'y a rien tant que les enfants, pour dire la vérité, des parents. La fille de Raúl Castro est psychanalyste, ce qui n'est pas courant à Cuba, et elle soigne en priorité les homosexuels, quand on sait que Fidel Castro a les a persécutés atrocement pendant des années et des années. Donc ça dit quelque chose des rapports entre les deux. Là, j'ajoute que la femme de Raoul, Vilma Espin, a été la première diplômée cubaine du MIT. C'est un vrai couple d'intellectuels communistes. Oui, Elisabeth Burgos. Raúl Castro a envoyé, déjà dans les années 80, des officiers et des hommes de sa confiance en Europe faire des études d'économie. C'est lui qui a créé ce système le pilier du régime cubain est l'armée et le ministère de l'Intérieur. Et donc l'armée domine tout ce qui est économie à Cuba. Toute l'économie de ce qui existe en tant que secteur économique dépend de l'armée. Maintenant, son fils aîné est l'homme clé du ministère de l'Intérieur, parce qu'après l'affaire Ochoa, le ministère de l'Intérieur qui était entre les mains de Fidel Castro, c'est Raoul qui l'a pris aussi. Henri Donc Guelchou il nous a a le rejoint. ministère de l'Intérieur, l'armée, il a sa sécurité personnelle, c'est son petit-fils qui l'assure, c'est-à-dire que c'est une sorte de monarchie, mais lui, c'est le rationnel de la famille, voilà. Merci beaucoup Elisabeth Burgos. Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Vous nous avez rejoint. On disait pique-pendre de l'action diplomatique de Barack Obama. On n'attendait plus grand-chose de son deuxième mandat dans ce domaine. Est-ce que cette réconciliation que personne n'a vu venir va peut-être le racheter, modifier le jugement ? C'est vrai que jusqu'ici, le bilan était plutôt négatif. Il avait promis de fermer le ban de Guantanamo, par exemple, précisément à Cuba, et ça, il ne l'avait pas fait. Et ça avait beaucoup déçu toute la gauche américaine. Bon, on pourrait faire la liste. En Syrie, il avait fixé des lignes rouges au régime d'Assad, et il n'a rien fait au moment des frappes chimiques. Il y a aussi le fameux reset, la relance des relations avec la Russie, et on voit ce que ça donne aujourd'hui avec l'Ukraine et Poutine. Il y a la main tendue à l'Iran, avec ses négociations sur le nucléaire qui n'en finissent pas, sans oublier la guerre aujourd'hui contre l'État islamique, qui contraint l'Amérique à revenir en Irak et à y rester pour longtemps, comme elle doit devoir sans doute rester aussi très longtemps en Afghanistan. Alors, tout ça pour dire qu'on finissait effectivement par se demander quel sera le legs de la présidence Obama en matière de politique internationale. Eh bien, Cuba, ça au moins, il l'aura fait. Et ça redore considérablement son blason, même si c'est vrai que ça n'a plus la même importance stratégique qu'au temps de la guerre froide. Après son échec, notamment au Proche-Orient. D'ailleurs, Emmanuel, avant lui, d'autres démocrates avaient rêvé de le faire. Ça n'avait pas été possible. Les républicains étaient toujours vent debout et la communauté cubaine était toujours aussi très hostile à tout rapprochement. Si vous me permettez une petite anecdote, je me souviens d'un voyage de Bill Clinton, c'était à Genève, et il devait rencontrer Hafez el-Assad, le président syrien, le père Assad. Et là, il est dans un hôtel et il entre dans une boutique de cigares. Et je vois tous les journalistes américains en train de le suivre, l'espionner, pour voir si, par malheur, il n'était pas en train d'acheter des cigares cubains, ce qui était formellement interdit, ce qui aurait provoqué un énorme scandale, au moins autant que celui de l'Aise. Au moins autant que celui de l'affaire Levinsky. Bon. Et alors ? Donc, entre-temps, tout ça a évolué. La droite américaine, elle est toujours assez hostile. Elle ne va pas manquer de le faire savoir, mais elle prend le risque de s'aliéner, encore une fois, le vote des Latinos. Surtout des Cubains, qui étaient leur base, vraiment. Et tous les sondages montrent aujourd'hui que la communauté cubaine, ou d'origine cubaine, elle estime aujourd'hui, comme Obama et comme les démocrates, que le blocus de Cuba n'a pas favorisé l'émergence de la démocratie, qu'il vaut mieux essayer autre chose. Et puis,
comme tout avait commencé avec un président démocrate, Kennedy, avec la baie des cochons, même si c'est Eisenhower qui avait commandité l'opération. Je trouve que c'est pas mal que ça se finisse aussi avec un président démocrate, comme ça la boucle est bouclée. Henri et peut-être Alexandre aussi, je voudrais qu'on dise un mot, on en parlait tout à l'heure avec Mathieu Bock, de l'embargo commercial, des restrictions sur les déplacements. Est-ce qu'avec les annonces de ce soir, tout ça va se débloquer comme par enchantement du jour au lendemain ? Bon, c'est vrai qu'il faut que le Congrès se prononce, mais il me semble qu'il existe une majorité d'idées, comme disait Edgar Faure, entre les démocrates et une partie des républicains modérés, et de tous les élus cubains américains de Floride, pour tout simplement passer à une autre époque. Donc je pense qu'en effet, pratiquement toutes les sanctions seront levées dans les semaines qui viennent. Quand on regarde la détente en cours avec l'Iran, ce dégel historique avec Cuba, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, Alexandre Adler, que la politique des embargos, des sanctions, finalement, favorise ce genre d'issue ? C'est-à-dire ça peut durer longtemps quand même. Ouais. Et parfois, ça donne des résultats aussi, les sanctions. On le voit notamment en Iran, car qui a ramené l'Iran à la table de négociation ? De nombreux facteurs, dont des facteurs internes à l'Iran, sans aucun doute, mais aussi quand même l'impact des sanctions économiques qui ont été prises, qui ont ralenti le programme nucléaire iranien. La surprise aussi des Iraniens de voir que les Chinois et les Russes respectaient cet embargo. Et donc, finalement, les négociations ayant commencé, les sanctions seront progressivement levées. Le problème des sanctions en Europe vis-à-vis de Poutine devrait l'être aussi, mais il faudrait quand même que Poutine fasse un geste. Si aucun geste n'est fait, c'est plus compliqué. Mais je crois qu'en effet, les États-Unis, plus généralement, sont dans une phase de repli de leur position d'arbitre de tous les conflits internationaux. Ils n'en veulent plus de ça. Alors je vous rappelle que nous sommes dans une édition spéciale d'Europe Nuit, que nous allons bientôt conclure sur cette réconciliation, normalisation, rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Pour quelques secondes, peut-être nous revenons vers vous, Elisabeth Burgos. Oui. Vous vouliez ajouter un mot sur la diplomatie ? Il y a deux choses qui me semblent importantes. D'abord, vous savez, à propos de Guantanamo, il y a les prisonniers qui ont été admis par le président de l'Uruguay, par Mujica. Et vous savez la déclaration qu'il a faite aujourd'hui ? Il a consulté d'abord Raúl Castro. Oui. Avant d'accepter. Donc là, il y a une opération triangulaire, États-Unis, Uruguay et Cuba. Déjà, il y a une sorte de coopération entre les trois pays. Oui. Et la phrase d'Obama dans son discours, quand il dit « Nous devons revoir notre leadership en Amérique latine », et il a dit en espagnol « Nous somos todos americanos ». Nous sommes tous du continent américain. C'était une déclaration unité. Dernier mot, Elisabeth Burgos, ça fait combien d'années que vous n'êtes pas allée à Cuba ? Je suis allée il y a très longtemps. En 87, 88 la dernière fois. Est-ce que là, depuis quelques heures, vous vous dites je vais peut-être y retourner, voir à quoi ressemble ce pays dans l'après-Castro, dans l'après-Fidel ? Dans l'après-Fidel, oui, bien sûr, j'aimerais bien y aller. Ouais. S'il me laisse entrer, ce n'est pas évident. Les choses vont bouger là visiblement sur tous les fronts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Elisabeth Burgos. Un dernier mot, Alexandre Adler et Henri Guerchoun. Je voudrais qu'on dise un mot quand même de cette médiation du Vatican qui a facilité et qui a permis ce dénouement. Le pape François, c'est un peu l'invité surprise dans cette affaire, non, Henri ? Le pape François, je crois, est un jésuite. Tout ce qu'il y a de jésuite. Et en plus, c'est même le premier pape jésuite. Il est argentin, donc sud-américain. Il a donc cette sensibilité de ce qui se passe à Cuba. Et puis de l'autre côté, je crois savoir, mais vous me le dites, que Fidel Castro lui-même a étudié chez les jésuites. Oui, collège de Bethléem. Alors il n'est pas exclu que tout ça fait qu'ils ont pu prendre langue plus facilement. Fidel Castro, peut-être qu'avec l'âge et avec la maladie, il a un petit peu quitté les rives du matérialisme historique pour celle de la spiritualité et tout ça a été plutôt favorable. En tout cas, ça donne, ça met du vent dans les voiles de la diplomatie vaticane, là, cet événement ce soir. C'est un grand coup. Et je dirais que c'est un pape latino-américain cette fois-ci qu'il a réagi, car François veut aussi mettre fin à cette espèce de guerre civile froide au sein de l'Église latino-américaine entre les partisans de la théologie de la libération, très proches de Cuba, et les adversaires, souvent proches de l'Opus Dei ou, pire encore, de ces chevaliers de Christ mexicains dont l'ordre a été maintenant dissous et qui étaient de purs fascistes. Et donc, il cherche une voie moyenne. Et cette voie moyenne passe par la réintégration de Cuba, d'autant plus que l'Église catholique cubaine joue maintenant un rôle plus important dans la société que jamais et qu'elle n'a pas du tout la ligne polonaise d'affrontement.
Elle est plutôt une église de la conciliation et de la réforme. Et c'est pour cela que sa ligne est complètement parallèle à celle des États-Unis d'Obama. Merci à tous, Alexandre Adler, Henri Guerchoun, Elisabeth Burgos, de nous avoir accompagnés, éclairés dans cette édition spéciale d'Europe Nuit. Je vous donne deux unes toutes fraîches qui viennent de sortir, la une de Libération et celle du Figaro, qui illustre parfaitement ce que nous avons dit depuis 22 heures. Pour Libé, Russie, no, Cuba, si. D'ailleurs, on retrouve la chanson de Ferrat. Et le Figaro, États-Unis, Cuba, la fin d'un demi-siècle de guerre froide. Voilà donc pour les premières unes qui nous parviennent. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée donc au rétablissement des relations diplomatiques et commerciales entre Cuba et les États-Unis. Il est 22h37 sur Europe 1.